Dans mon travail, je fonctionne toujours par inversion, c'est-à-dire je demande, et si c'était le mal qui était premier et le bien qui était second? Ça, vraiment, ce que je peux appeler mon système philosophique, c'est un système, c'est vraiment une généalogie du mal, une genèse, c'est-à-dire comment le mal est-il né sur Terre, comment est-il apparu. Je ne lis pas que des textes philosophiques, j'analyse bien évidemment la Bible, ça veut dire que j'essaye de laïciser la thématique du péché originel, et je crois que j'y réussis très bien, ça veut dire j'explique comment cette espèce de métaphore biblique d'un mélange entre sexualité et science, ça veut dire que c'est, pendant des années je me suis posé la question, pourquoi cette espèce de métaphore dans la Bible, que c'est par une sorte de perversion sexuelle, de tentation sexuelle, que naît l'aptitude anthropologique à la science. C'est ça la question. Et là, par rapport à ce qu'on vit depuis 2 ans, avec toute cette fausse science, avec cette médecine qui est en train d'être détruite, c'est-à-dire en 2 ans, on a détruit l'hôpital public. Moi, j'aimerais pas tomber malade en ce moment. Hein. Je parle pas que des... J'aimerais pas me retrouver à l'hosto, parce que je pense que ceux qui y sont restés, c'est pas forcément les meilleurs, c'est pas forcément les bienveillants, les plus gentils. Donc là, j'ai très très peur, y compris pour ça. Donc voilà. Donc voilà. Et si c'est par là, je comprends, grâce à tous ces événements, mon propre travail philosophique. C'est-à-dire, j'ai sorti mon gros livre de philo, mon livre de philo, le premier jour du confinement. Ce qui fait que personne n'en a parlé. Aujourd'hui, je suis très content d'échapper au radar des médias mainstream, etc. Ne parlez pas de mon livre, et si vous en parlez, parlez-en très mal. Ça me fait plaisir. Insultez-moi, diffamez-moi. Je serais vraiment très vexé d'avoir des éloges de votre part. Maintenant, ma stratégie est très claire, et je l'expose dans Cholera et Cocovirus. Donc, Cholera et Cocovirus, je donne vraiment des exemples très concrets de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut absolument boycotter totalement les médias mainstream, et non seulement les boycotter, mais les ignorer. Ça veut dire que moi, je me fais un point d'honneur de jamais les nommer, jamais les citer. Je fais comme ils n'existent pas, parce que pour moi, ils n'existent plus. Voilà. C'est ça. Donc voilà, je pars un peu dans tous les sens, et j'arrive pas à en venir, je vais essayer d'atterrir un peu et d'être plus calme sur cette question de la folie. Donc vous voyez, moi je procède dans mon travail, je vais très vite, je dis, et si la transgression précédait la législation, et si le mal précédait le bien, etc. Et une des questions que je n'ai pas encore complètement posée, même si je l'ai fait dans un petit livre qui est paru il y a quelques années, qui s'appelait, figurez-vous, Dieu. Voilà. Aussi simple que ça, Dieu, sous-titré, la technoscience, la mémoire et le mal. Voilà. Et c'était une enquête un peu phénoménologique qui donnait déjà une explication de la genèse de la folie chez l'être humain. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'être humain? C'est pour ça que le transhumanisme a tort. L'être humain est déjà, dès le Cro-Magnon, avec l'invention de la chasse et de l'agriculture, c'est déjà l'humain augmenté. Donc c'est un pléonasme que de vouloir artificiellement l'augmenter. Il faut laisser faire l'évolution, pas simplement naturelle, mais techno-naturelle. Il y avait un grand philosophe de ça, avec qui j'ai fait un livre d'entretien, et qui s'est malheureusement suicidé suite au premier confinement, qui était Bernard Stiegler. Et lui aussi a toujours pensé il a toujours pensé à cette question-là. Et donc, on était un peu fait pour se rencontrer, malheureusement un peu trop tard. On a fait un truc ensemble à Sciences Po qui s'est très bien passé. Voilà. Donc, quand on étudie l'histoire du XXe siècle, des totalitarismes, c'était vraiment ça l'idéologie. C'était l'homme nouveau, Lénine. Hitler, c'était pareil. Et là, c'est revenu sans qu'on fasse attention. Moi, pendant des années, comme je trouvais ça vulgaire et stupide, le transhumanisme, je ne m'y suis pas intéressé, parce que je trouvais ça débile. C'est comme quelqu'un qui lit, je sais pas, quand est sorti Mein Kampf, il le lit, il dit, c'est un ramassis de conneries et de délire, je jette à la poubelle. Et ça, c'est ce que j'ai dit dans Cholera et Cocovirus. J'ai dit, c'est un défaut professionnel qu'on a souvent les philosophes, c'est une sorte de métasnobisme. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas aux idéologies.
Parce que pour nous, les idéologies, c'est toujours des philosophies vulgarisées. Ce qu'était le léninisme par rapport au marxisme, et ce qu'était Hitler par rapport à ce qu'il a cru comprendre de Schopenhauer, de Wagner et de Nietzsche. Mais il les avait lus, et il les avait compris à sa façon. Donc c'est quand même des idées... Je dis ça parce que les idées qui ont été développées par Harari, par Laurent Alexandre, etc., j'ai vraiment halluciné parce que je ne suis jamais cité. C'est comme s'il reprenait les idées que j'ai développées dans ce livre qui s'appelait Dieu à l'envers. Ça veut dire ce que j'ai expliqué dans le livre Dieu, c'est comme l'être humain, c'est l'augmentation par la technologie. Ce qui nous arrive à nous et qui n'arrive à aucun autre animal, c'est la mémoire. C'est une sorte de Big Bang mémoriel, une capacité qu'on a à créer l'archive, à tout stocker. C'est comme ça que commence l'être humain à la fin du paléolithique supérieur, c'est par le stockage d'abord matériel, mais ensuite c'est un immense stockage de mémoire qui laisse sur le carreau chacun d'entre nous au fur et à mesure que cette mémoire se déploie. C'est pour ça que très tôt, l'être humain a eu besoin de Dieu, plusieurs dieux, puis un seul Dieu. La genèse du Dieu monothéiste a été très très longue. Ça veut dire d'une mémoire unique qui retiendrait ce que chacun d'entre nous, individuellement, est incapable de retenir dans son intégralité. C'est pour ça que nous, les êtres humains, on est singuliers. Les animaux ne font que se caractériser. Il y a telle espèce de chien, elle est comme ça, telle espèce de chien, elle est comme ça. Mais à l'intérieur de la même espèce, ils sont tous les mêmes, ils se ressemblent tous. Nous, aucun de nous ne se ressemble. On se singularise dans la petite portion de mémoire qu'on est capable d'individuer, aurait dit Bernard Stiegler. Et donc c'est ça la genèse, entre autres, de ce qu'on appelle la folie. Je peux vous l'illustrer autrement, par un tout autre biais. Demandez-vous ce que vous penseriez si vous voyez une tribu de singes commencer à pouvoir couper du bois, construire comment on appelle ça, des bûchers, frotter des silex pour allumer le bûcher, etc. Ben, vous serez terrifié, vous auriez très peur. Parce que c'est cette espèce d'événement hautement improbable d'un animal qui sera susceptible de ce que j'appelle dans mon travail la virtuosité technomimétique, excusez du peu. Ça veut dire que c'est par sa capacité extrêmement sophistiquée à l'imitation, que l'être humain devient le virtuose technologique qu'il est de plus en plus à mesure que l'histoire avance. Et ben c'est ça l'être humain, c'est que on se dirait, ces singes sont devenus fous. On appellerait la police, on appellerait les grands médias pour qu'ils filment ce truc, on serait tenté de les exterminer parce qu'on se dit qu'à juste titre, ils risquent de devenir très dangereux. On a vu, nous, comment c'est devenu et comment ça devient aujourd'hui. Donc vous voyez, illustré de manière très simple, cette hypothèse que je vais poser le jour où on sortira de cet enfer, si on sort de cet enfer, et que je serai capable de m'occuper d'autre chose que de la guerre en cours. Comment penser le fait que la folie précède la raison? Voilà. C'est ça. Je ne vais pas être trop long parce que moi j'aime beaucoup la discussion, j'aime beaucoup l'échange. Je crois beaucoup à ce que les gilets jaunes appellent poétiquement le cerveau collectif. Et dans une des vidéos qu'on a faites avec les gilets jaunes constituants, ça a vraiment fait le tour de la toile. Je disais, là, c'est une guerre du cerveau collectif contre l'intelligence artificielle. C'est vraiment un des deux termes. Les autres termes, c'est... Hier, j'ai donné une interview à des philosophes américains, des universitaires, et je leur disais, ils ne se rendaient pas compte de l'importance qu'avaient eu les gilets jaunes, mais ils étaient encore sur des... Ils disaient, la dernière génération radicale, ça a été 68. Je leur dis 68, même, je vais vous dire, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse entre quoi et quoi? Entre la Commune de Paris et les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est à la Commune de Paris qu'il faut les séparer, les comparer, pas à 68. Quelle que soit l'importance de 68, à côté des Gilets jaunes, et je leur ai dit, voilà, il faut vous oublier le clivage gauche-droite, il a été pulvérisé absolument
par l'événement des Gilets jaunes, et ils l'ont remplacé par... voilà, moi, en ce moment, j'essaye d'avancer cerveau artificiel contre intelligence artificielle, cerveau, pardon, collectif, cerveau collectif contre intelligence artificielle, et les autres couples qu'ont imposé les Gilets jaunes, c'est souverainisme contre mondialisation, localisme contre globalisme, peuple contre oligarchie et non plus prolétariat bourgeoisie, voilà, etc. Donc j'ai dit tout ça, et cette interview, bon, les Américains avaient l'air assez impressionnés, donc je pense que ça va faire pas mal de bruit là-bas. Les pauvres, ils ont appris que la gauche n'existait plus. Non, non, mais ils avaient l'air plutôt contents, en fait. Ils se sont rendus compte que ça les a débarrassés, en fait, d'un truc dont plus personne n'avait besoin depuis 40 ans au moins. Donc voilà, j'ai jeté quelques bases pour la discussion et je suis assez pour qu'on se lance tout de suite dans les questions et réponses. Moi, je suis très, très inspiré par les bonnes questions. Voilà. Parce que j'ai vu donc la lettre que vous avez faite au maire de votre village. Vous avez fait... Ah oui, le maire, mais ça c'est mon côté anard. Oui, j'ai un copain, c'est le théoricien, c'est un économiste qui s'appelle Jean-Pierre Crépin. Sans lui, je ne serais pas ici, il m'a fait rencontrer plein de gens, c'est un mec fantastique. Pour X raisons, je n'ai pas pu le voir ces derniers mois. Et lui, il thématise le municipalisme libertaire. Donc là, j'ai fait un acte de municipalisme libertaire. Ça, c'est mon côté anarchiste. C'est extraordinaire et je voulais savoir comment le maire avait réagi alors. Ben, François est allé l'interviewer et il n'a rigoureusement rien à dire. C'est comme d'habitude, ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont pas... Non, il ne m'a pas répondu. Qu'est-ce que vous voulez y répondre? Ils n'ont pas de réponse. Enfin, on le constate tous, ils n'ont pas de réponse. Ça veut dire, c'est comme... c'est pareil. On parlait de ma rupture avec Badiou. Alors, bon, hier, j'étais avec des fans de Badiou et Zizek. Je les ai découpés en rondelles, en miettes et ensuite en quarks. Et avec Zizek qui défend la vaccination obligatoire au moment où une infirmière en chef slovène, parce qu'il est slovène, Zizek, révèle le contenu des fioles Pfizer et que ça fait le buzz en Slovénie. J'ai dit dans l'interview, les jours de la réputation de Zizek sont vraiment comptés. Bah, ça veut dire qu'il y a un naufrage en ce moment des intellectuels et des philosophes, et c'est ce que j'explique dans l'interview d'hier. Moi, je suis un grand admirateur, depuis l'adolescence, hein, j'ai eu ça très tôt, à 16 ans, d'un penseur qui s'appelle Guy Debord, que je considère comme le plus grand penseur politique des 50 dernières années, qui a écrit La Société du spectacle et les commentaires sur la Société du spectacle. Je vous conseille vraiment de lire et relire les commentaires sur la Société du spectacle, qui est sorti il y a 33 ans et qui n'a pas pris une ride. C'est vraiment, moi je le cite tout le temps dans mon Colaricovirus, tellement c'est le... Et c'était pas un universitaire, c'était un bac plus 0, et c'est lui qui a le mieux vu. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai expliqué hier à ces chers universitaires américains. En 2021, c'est pas en regardant la télé, c'est pas en écoutant la radio, c'est pas en lisant un grand quotidien qu'on s'informe. En 2021, on s'apprend autrement. Donc si vous apprenez pas, vous, nouvelle génération d'intellectuels, à vous informer correctement, vous pourrez accumuler toutes les éruditions que vous voulez. Vous pourrez atteindre la virtuosité spéculative que vous voudrez, comme Zizek, qui est un peu comme ces guitaristes de hard rock qui font des solos de guitare de 2h30. Voilà, Zizek, c'est ça. Votre travail n'aura aucune valeur parce que le point de départ est faux. N'importe quel étudiant de philo en première année, il sait très bien que si la prémisse est fausse, tout l'enchaînement de raisonnement sera faux aussi. Voilà. Mais quand même, dans le village, personne n'a réagi. Ah si, il y a plein de gens du village qui sont venus me dire merci. Oui. Non seulement ça, mais je reçois plein de mails de remerciements des quatre coins de la France, et lui, le maire, est bombardé de mails qui lui disent voilà les chiffres des effets secondaires. Ah mais moi j'ai eu ça comme effet secondaire. Il ne doit pas très bien dormir depuis un moment. Je pense qu'il y a des problèmes de sommeil.
bon, je ne vais pas dire du mal, non, de quelqu'un d'autre, mais non. Moi, je note sur Badiou, parce qu'on est allé écouter l'année dernière quand il a fait une ou deux interviews sur mai 68 et 50 ans de mai 68, donc il était à l'Institut. On est allé écouter. Levez-vous, ceux qui imposent des questions, levez-vous. On est allé écouter Alain Badiou l'année dernière. Vous m'entendez, hein? Il faut un micro. On est micro. Donc, je mets une question à poser. On est allé écouter Alain Badiou l'année dernière, assez paradoxalement, pas l'ambassade américaine, mais au centre américain, dans le 7e arrondissement. Et il commence à parler, on voit qu'il est maoïste, sans le regretter. Comment à quelqu'un qui aujourd'hui connaît les dégâts du maoïsme peut-il être maoïste et continuer à avoir un avis de philosophe? Quel est votre point de vue là-dessus quand on entend ces gens comme ça? Non, mais c'est sûr, c'est vraiment le... Bon, mon histoire avec Badiou elle est vraiment longue et j'ai toujours été pareil, hein, je me suis expliqué hier avec les ricains et je leur ai dit, bon, j'ai tout... Voilà, j'étais comme un anard qui obéit à Lénine. Bon, aujourd'hui, je déteste Lénine, je n'ai jamais beaucoup aimé. Donc j'ai toujours été, c'est le talent spéculatif, vraiment métaphysique, c'est un créateur d'un gros volume. Le problème avec Badiou est vraiment du même ordre que Heidegger, hein, tu vois, je veux dire, c'est du même type, ça veut dire c'est des... Il faut savoir faire le tri. Justement hier ils m'ont posé la question et moi j'ai rompu pour garder, parce qu'il y a vraiment certaines catégories, certains concepts, la méditation de Badiou sur la vérité, elle est aussi incontournable pour moi pour faire de la philosophie que celle de Heidegger. Donc c'est triste, c'est chiant, on préférait voilà, qu'ils soient des gens plus fréquentables, ils ne le sont pas, mais il y a très peu de philosophes qui vous diront j'ai pas lu une ligne de Heidegger, je m'en passe pour faire de la philosophie. Et Badiou, bon, ça deviendra la même chose. Et ça, moi, je l'avais compris avant tout le monde. Hein, Badiou, quand je suis arrivé et que j'en parlais, personne n'en parlait. C'est moi qui, je suis désolé de le dire, mais qui l'ai mis un peu à la mode. C'est un type pour lequel je me suis beaucoup sacrifié. Et donc c'est à cause de moi si on pouvait infliger Badiou. Non, c'est pas à cause de moi, il fallait que quelqu'un le fasse. Mais il fallait que quelqu'un le fasse. C'est des choses, c'est pas psychologique, c'est pas des individus. C'est vraiment la pensée qui... Une pensée en rencontre une autre. Voilà. Ça devait circuler. Maintenant, quand on voit ce que Xi Jinping fait aujourd'hui au peuple chinois, je crois qu'ils sont en train de regretter Mao, à mon avis. Au niveau atrocité, c'est pareil, j'ai dit ça aux Américains hier. Mais c'est pour ça, ils ne s'informent pas. Ils ne sont pas au courant qu'en Australie, il se passe ça. Ils ne sont pas au courant que l'OMS a officié le transhumanisme en juillet, en disant maintenant, la modification du génome, c'est plus un tabou. Donc c'est officiel. Moi, dans mon livre somme, c'est pas le dernier, parce que j'en ai publié d'autres depuis, essentiellement des livres d'entretien, mais bon, dans mon gros livre de philo, référence, je parlais en semi-plaisantant, dans une polémique avec un autre philosophe, je dirais ça ne déparerait pas du quatrième Reich transhumaniste. Et puis le livre sort au début du premier confinement. Évidemment, au début, j'étais comme tout le monde, j'ai rien compris à ce qui se passait. Puis petit à petit, j'ai eu des drames familiaux à cause du premier confinement. Maintenant, j'ai des morts dans ma famille à cause du vaccin, et personne ne monte. Donc, effectivement, là, il y a un naufrage des intellectuels et des philosophes. Et là, c'est sûr, Badiou, ça va être encore pire que Heidegger, parce que Heidegger n'a pas... Enfin, là c'est vraiment Armageddon, quoi. Mais vous parlez du naufrage des intellectuels, des philosophes. Essayez de nous donner de l'espoir. Enfin, moi, mais je vous donne de l'espoir, parce que alors, c'est pareil. Oui, non, mais j'ai vu par exemple Emmanuel Picardi, qui est là d'être un philosophe platonicien. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à sauver par la philosophie platonicienne, enfin, la recherche de la vérité, enfin, donnez-nous de l'espoir. Bon, je sais pas, j'ai envie de faire un cours de philo sur la vérité, mais c'est dans Colaricoco Virus, donc je vous y revois, ça sera plus simple. Et
Mais voilà, la vérité chez Heidegger, la vérité chez Lacan, un philosophe qui s'appelle Reinhard Schurman, et puis chez Badiou, c'est vraiment intéressant comment ça perçoit la vérité. Et moi, je vais passer des années à... Je vais très vite, mais la question que je pose, c'est-à-dire il y a une modification dans la philosophie du concept de vérité avec Heidegger, avec Lacan, avec Reinhard Schurman, avec Badiou. C'est vraiment des gens qui vont... Reinhard Schurman disait par exemple la conflictualité sans accord qu'est la vérité. C'est vraiment une phrase que je cite très souvent. Et moi j'ai intégré toutes ces conceptions novatrices de ce qu'est la vérité aujourd'hui en posant la question, et ça m'a pris des années de travail pour mettre ce nouveau concept de vérité en... Et c'était incroyablement prémonitoire, parce que ma question c'était comment refonder le concept de vérité aujourd'hui à l'époque où la technologie peut tout falsifier. C'est ça ma question. Et pareil, c'est pour ça la société du spectacle de Debord est aussi important, et que des bacs plus 12 ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer et racontent des conneries énormes qui historiquement ne leur seront pas pardonnées. Platon, je fais un lapsus. Badiou, comme Badiou, il se prend pour la réincarnation de Platon. Et c'est très triste, parce que là, il est dans la caverne, quoi. Il est avec des ombres et tout, et il croit que c'est le réel. Ce qui est rigolo aussi avec Badiou, c'est qu'il a passé sa vie à faire le matamor, à intimider tout le monde. La mort n'est rien. Il citait Lin Piao, le bras armé de Mao. La peur de la mort, c'est contre-révolutionnaire. Il faut vivre en immortel. Il ne faut pas avoir peur. La vie politique, c'est la guerre civile, donc le risque de la mort. Tout à fait d'accord avec toi, Alain. Mais maintenant, tu passes à la pratique. Oui. Hein? Ben non. Ah non. Il faut écouter le gouvernement. Hein. Oh non. Macron, moi qui étais l'anti-Sarkozy en chef, non, Macron, je vois pas de problème particulier. Et puis j'ai très très peur du virus, vraiment de la grippe, il faut rester enfermé. Et il faut se faire vacciner aussi. Et voilà. Toute sa vie, hein, il a dit nouvel héroïsme. Moi, Alain Badiou. J'ai vu récemment que Michel Onfray avait écrit un livre dictature. Ah non. Oui, non, il en a écrit 200. Je ne sais pas s'il se souvient, il a écrit un livre qui s'appelait La revanche du pangolin. L'ouverture d'esprit, c'est pas... Oui, je suis d'accord. Je crois que l'ouverture d'esprit, c'est aussi de parler de tout. En fait, ce type, en un moment, je me suis fait pas mal. On n'entend rien. Attends, le micro. Allez. J'avais une question posée sur Badiou. Et après, tu viendras ici. Parce que je voulais, depuis tout à l'heure, il y a trois choses que je voulais réunir. Quand Mehdi a écrit sur Badiou, il y a quelques années, après Badiou, il a mentionné le concept d'idolâtrie. Et il y a une espèce d'idolâtrie en France, et effectivement, vous l'avez peut-être ressenti, les gens, ils ne savent même pas, alors ils idolâtrent BHL et des tas d'autres bonhommes comme ça, ils n'ont jamais lu, ils n'ont jamais même écouté, mais moi j'ai l'impression, et tu parlais tout à l'heure de l'érudition, en fait, moi j'ai l'impression que depuis des années en France, on a un snobisme de l'intellectuel, les intellectuels sont idolâtrés au point que les Français se sont privés de penser. Et tu disais qu'on pouvait avoir des érudits à Bac plus 12 qui ne comprenaient rien. Et j'ai l'impression que, et j'aimerais bien avoir ton avis, c'est que la situation qu'on vit aujourd'hui avec les soi-disant intellectuels qui ne comprennent rien, qui sont soumis comme personne, j'ai l'impression que c'est cette conséquence de décennies, voire de centaines d'années d'idolâtrie des intellectuels et de privation d'une réflexion personnelle et parce que la culture, c'est bien si elle est utile, et de cette espèce d'érudition inutile. Voilà. Et donc Badiou, il en est le symbole, mais comme tous les autres. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui on vit ça, c'est-à-dire que plus personne ne réfléchit par lui-même. J'aimerais bien savoir... J'ai déjà répondu effectivement avec ce concept, mais effectivement, bon, je peux développer. Ça veut dire ce concept de cerveau collectif. Là, il y a deux, je ne vais pas dire intellectuels, mais des penseurs historiques absolument très très connus. Il y a Luther. Luther et Marx, je pense beaucoup à ces deux-là. Pourquoi? Parce que Luther, qu'est-ce qu'il a fait? D'un revers de main, il a balayé des siècles de théologie scolastique moyenâgeuse. Il a dit tout ça, ça nous éloigne de la foi, tout ça c'est de la fausse croyance. Moi je vais vous refonder la foi. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre?
il est allé à Rome, il a dit le christianisme, c'est pas ça. Cet endroit, c'est l'antre de Satan. Quand on voit ce que c'est le Vatican aujourd'hui, on peut dire que Luther est quand même toujours un peu d'actualité. Voilà. Marx, c'est pareil. Ça veut dire il y avait, la plus grande philosophie universitaire de tous les temps dans son pays. C'est Kant, Hegel, Schelling, on ne savait plus où donner de la tête. Un géant de la philosophie, tous les ans qui sortait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a balayé tout ça, il a dit ça c'est de l'idéologie allemande, il a fait comme Luther a fait à son époque. Luther il a jeté toute la théologie scolastique à la poubelle et il a écouté la voix des gens, du peuple, c'est ça qu'il a fait Luther. Marx a fait la même chose. Attention, je ne suis pas d'accord avec l'analyse du capitalisme de Marx, reste d'une puissance inouïe. Les solutions qu'il a cru pouvoir donner, c'est beaucoup plus difficile. On discutait tout à l'heure avec des personnes sur la question de la propriété privée, tout ça. Dans mon travail, j'ai réfuté qu'on puisse abolir la propriété privée pour des raisons vraiment spéculatives, très sophistiquées, mais très claires. Il faudrait donner de longs cours pour expliquer ça. Donc voilà. Et le troisième penseur, peut-être auquel je pense, c'était le meilleur pour moi des penseurs marxistes. Il y en a eu beaucoup, et la plupart sont très très surfaits. Mais il y en avait un qui était grand, c'était Gramsci, qui a passé la moitié de sa vie en prison à cause de Mussolini, et qui a écrit l'essentiel. Et il avait une notion qui était celle d'intellectuel organique. Et moi, ce que je vis par rapport aux Gilets jaunes, et maintenant par rapport à tous les résistants de tout horizon politique, parce que ça me passionne en ce moment de rencontrer des gens qui viennent de la droite, de la gauche, du centre, des anards, des ceci, des cela, la variété de professions, la variété de... Et ce qui nous réunit, c'est vraiment l'identification de l'ennemi. Voilà, c'est ça qu'on appelle, alors, une des vidéos que j'ai faites avec les Gilets jaunes, censurée en direct par Facebook. Hein. La vidéo, elle fait 7 minutes. Je parlais de vaccin, vous croyez? Non. Je parlais de l'origine du mot complotisme. Qui est-ce qui sait d'où ça vient? On fait un cours de 7 minutes et vous vous faites censurer. C'est ça la démocratie aujourd'hui. Sur l'origine d'un mot. Là, ça, c'est le problème, c'est l'éveil, en fait. Ah, c'est ça, ouais. Le problème à eux, c'est l'éveil global. Et c'est ce qui Ils ont peur. la font peur, c'est qu'il y a un éveil global de la population qui aille à l'encontre de leur propre doxal. C'est pour ça qu'elle a été censurée. Mais c'est pour ça l'espoir que je voulais donner, c'est-à-dire que c'est tout un monde qui est en train de s'effondrer. Par exemple, le monde intellectuel, parce que tout simplement, le monde intellectuel, et c'est pour ça que je l'ai plus ou moins déserté il y a une vingtaine d'années, à part vraiment en choisissant des tout petits îlots de résistance, et aujourd'hui, il y a quelque chose qui, derrière cet effondrement, est en train d'exploser. Donc, pour ce qui concerne, par exemple, uniquement la vie intellectuelle en France, elle est tout simplement totalement médiocre depuis 40 ans maintenant. Mais c'est comme tout le reste, tout se dégrade. Donc tout ça va s'effondrer, ces gens-là vont finir dans la honte, il n'y a pas d'autre solution pour eux. Badiou, peut-être pour la première fois de sa vie, il va dire pardon, je m'excuse, je me suis trompé. Il ne s'est jamais excusé, même pas sur Pol Pot, etc. Mais peut-être que là, il va finir par se réveiller, en effet. Et après ça, il n'y aura pas le choix. Il y aura une génération, j'en suis persuadé, de jeunes intellectuels qui s'informent, de jeunes intellectuels intègres et de jeunes intellectuels lucides, voilà, sur le monde qu'ils habitent. Allez, viens, sympa. Viens au micro, là. Voilà. Je filme, mais si vous voulez pas, après... Et alors, des fois, je peux m'approcher? Oui, autant que vous voulez. Merci. Je vais me mettre là. Alors, ce que je voulais dire sur Michel Onfray, c'est qu'il y a eu une période où Michel Onfray raisonnait, enfin moi je suis il a pas mal dévié en fait. Et il se passe que j'ai l'impression que récemment,
il est un peu revenu sur sa raison de départ, sur sa philosophie de départ, sur sa pensée de départ. En écrivant, j'ai écouté une vidéo sur son dernier livre Dictature que j'ai trouvé assez intéressante. Dictature de quoi? Justement, il explique comment s'instaure une dictature et ce qu'il explique, c'est exactement ce qui se passe actuellement en France, c'est l'appauvrissement de la langue, c'est des sujets qui sont vraiment... Oui, non mais voilà, c'est tout. Comment? Je suis d'accord. Je le connais pas, donc je sais pas. Ce mec-là roule à vapeur et à voile. Complètement. Ce n'est pas un penseur, il ne produit pas de pensée. Je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement. J'explique juste ce que je ressens moi, c'est tout. Après, comme on est dans le partage... Oui, tout à fait. Voilà. Tu donnes ton point de vue et c'est tout. Moi, je sais pas, vous connaissez peut-être le livre de Sade qui s'appelle La philosophie dans le boudoir. Et pour moi, Onfray, c'est un peu la philosophie dans le comptoir. Ah, ouais. Moi, j'avais une question, mais générale. Je suis italienne. Est-ce que vous pouvez nous donner un... J'ai traduit Dante. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner un aperçu de qu'est-ce qu'est la situation actuelle intellectuelle en Italie? Bah, en tout cas, vous avez un très grand philosophe, un philosophe qui sort très grandi, avec qui je communique de temps en temps, qui est Giorgio Agamben, qui fait des interventions devant le Sénat. Et c'est vrai qu'Agamben, qu'est-ce qu'il dit depuis 30-40 ans? Il dit attention, la différence entre démocratie et dictature est en train de s'estomper irréparablement. Attention, le jour où la médecine sera au centre d'une politique, c'est les heures les plus sombres de l'histoire qui vont revenir à notre bon souvenir. Voilà, ça fait des... Donc lui, contrairement à d'autres, ça a tout de suite fait tilt dans sa tête, parce que c'est... Attention, l'état d'exception risque de devenir la règle, ça c'est un truc, leitmotiv très très connu de la philosophie d'Agamben. Donc lui, non, il y en a qui sont debout, et viva Italia. Merci. Khadija, viens au micro. Allez. Allez. Non, donc je disais, de ce que disait Debord, à savoir que le vrai est un moment du faux. Et si on reporte ça, et donc disons vraiment matérialiste, de type marxiste, comme chez Kluska. Comme chez... Michel Kluska. D'accord. Que pensez-vous Pensez-vous que nous sommes venus à la fin de l'histoire, comme certains aimeraient nous faire croire, où n'est-ce qu'un moment de la péripétie dialectique? On va alors dialectique non, c'est pas en termes de... Ce qui se passe en ce moment est tellement... Ça, la remarque est très souvent faite dans les médias mainstream, mais elle est très pertinente. C'est-à-dire l'étymologie de apocalypse et révélation. Et c'est pour ça que voilà, il y a tellement de gens imprégnés de spiritualité qui se rendent beaucoup mieux compte, je rencontre beaucoup, de ce qui se passe, que des têtes carrées rationalistes. Voilà. Donc, on ne sait pas encore. Ma conviction par rapport à ce que vous dites, c'est qu'un événement historique d'une certaine ampleur, et le nôtre, à mon avis, est d'une ampleur sans précédent, tout ce qui est en train de se passer, au sens strict, pour l'instant, j'en suis persuadé, j'ai dit ça à Barnérias, que pour moi, on vivait la période la plus sombre de l'histoire, d'ores et déjà. Et ce que je pense, moi, ça se passe toujours sur un mode de... On va réinterpréter notre passé. Quand on sera sorti de cet événement, qu'on sera tiré d'affaire, si on est tiré d'affaire, ce qui n'est pas du tout gagné. Mais c'est... Oui. Oh,
moi, je suis très pessimiste à la base, très ténébreux, très négativiste. Et maintenant, je suis tout joyeux, tout optimiste. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais c'est ça, c'est qu'on va devoir sans doute créer de nouvelles généalogies, une nouvelle lecture historique. Parce que si on a été amené là sans trop faire attention, c'est qu'il y avait des failles quelque part dans notre... pas le narratif en direct, c'est pas ça que je parle, mais dans notre narratif historique. Et on voit qu'il y a des attaques de toutes parts. Moi, je ne suis pas du tout contre le mot déconstruction, c'est vraiment un mot qui fait partie de mon vocabulaire philosophique. C'est vraiment la modernité philosophique, la déconstruction. Ça commence avec Kant, ça veut dire la critique des grands édifices normatifs qui nous ont formés jusqu'ici, et donc toujours une prudence, même si certains ont essayé, comme Nietzsche ou Marx, justement, de recréer d'autres grandes constructions normatives. Mais c'est vrai que quand notre président, je ne prends pas au sérieux grand-chose de ce qu'il dit, donc je pense que c'est juste une phrase complètement creuse, mais quand il dit « nous devons déconstruire notre propre histoire », c'est vrai que je me dis « mais qu'est-ce qu'il veut dire ?» Qu'est-ce qu'il veut dire ? Bon, à mon avis, il ne veut rien dire. Il a juste pris un peu de coke, Là, on prépare le chaos. Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. J'écoute la voix du peuple, c'est tout. C'est ma mission, c'est mon destin. Pour revenir au gilet jaune, vous disiez que c'était pour vous une rupture plus importante peut-être que mai 68. Qu'est-ce qu'on a appris de leur action, mais aussi de leur échec par rapport à l'intelligence collective, justement, et dont on pourrait se servir aujourd'hui? On peut critiquer ça, mais moi, avec ma sensibilité, disons, anarcho-situationniste, indéboulonnable, cette espèce de capacité quand même toujours très grande, encore aujourd'hui, qu'ils ont à s'organiser de manière purement horizontale, je trouve ça, c'est quand même une nouveauté. La répression a tellement été violente sur eux que peut-on vraiment parler d'échec? Ça, c'est plutôt de défaite au sens militaire du terme. Voilà, c'est pas... C'est toujours en cours. Je pense qu'un leur nombreux coup de génie, bon, un des coups de génie, c'est celui que j'ai dit, c'est l'information. C'est-à-dire, on a compris, les médias mainstream, qu'ils allaient se faire foutre, on fait nos propres circuits d'information, voilà, on se débrouille entre nous. L'autre coup de génie, c'est qu'ils ont laissé de côté tout contenu politique proprement dit. Ça a commencé avec la taxe carbone, mais très vite, c'est devenu autre chose. Et très vite, c'est ça qui est devenu passionnant. Ils ont écarté tout contenu politique à proprement parler. Ils ont dit, c'est la forme politique qui nous intéresse, nous. Et là, ce qui ne va pas dans la démocratie représentative, bon, c'est tout simplement, elle est devenue, comme dit Agamben, indiscernable d'une dictature, parce que on sait très bien comment ça fonctionne. Ça fonctionne plus au niveau de l'État-nation et de la souveraineté, ça fonctionne beaucoup plus haut et à un niveau, voilà, planétaire. Donc ça, c'est le second coup de génie, c'est-à-dire que le RIC est de remplacer précisément le mandat représentatif, qui est précisément ce qui a fait que maintenant la démocratie c'est la dictature, remplacé par le mandat impératif et révocatoire. Voilà. Ça, c'est... Donc il y a plein de... Là, j'ai pas leurs autres idées, parce que c'est toujours comme ça en public, je perds un peu mes moyens, mais... toujours pareil, ça veut dire je vois plus d'idées géniales chez eux, dans le cerveau collectif, que précisément chez l'intellectuel médiatique ou le grand universitaire maître-penseur qui pense avoir toujours raison et qui fait de la métapolitique à vide au moment où quelque chose d'encore pire que le nazisme, parce que pour moi le transhumanisme est tout simplement encore pire que le nazisme, c'est même pas la peine de comparer au nazisme, c'est pire. L'idéologie du transhumanisme est beaucoup plus délirante et beaucoup plus dangereuse que la nazie encore. Donc c'est même plus la peine de comparer. Ben voilà. Voilà, et puis j'utilise souvent en ce moment l'expression génocide non conventionnel, comme on dit, guerre non conventionnelle, c'est-à-dire au lieu d'utiliser des mitrailleuses, des chambres à gaz ou des machettes comme au Rwanda, on utilise des confinements. Moi, ma mère, elle est morte à cause du premier confinement, elle s'est pendue, elle était en parfaite santé, d'accord? Et le jour où j'ai compris ce qui s'était vraiment passé, je peux vous dire, je me suis réveillé, j'ai dit, tu la vengeras jusqu'à ton dernier souffle.
Voilà, tu feras ça jusqu'au bout. Donc, confinement, masques qui ont déjà traumatisé toute une génération de gamins et d'adolescents, mais aussi d'adultes, les beaux adultes qui sont là tout seuls dans leur voiture avec leur masque. Il va contaminer le fauteuil, voilà. C'est une horreur. Et évidemment, les vaccins, voilà. Donc, j'utilise souvent en ce moment la métaphore du billard, les coups indirects. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et je me demande des fois si, je ne sais pas, si on ne doit pas réagir comme ça et inventer nos propres coups indirects. J'ai une petite question, Mehdi. Ouais. Tu l'as. Merci pour ce que tu as dit. Moi, je suis un peu en phase avec toi sur l'anarchie et sur les gilets jaunes également. Le mot anarchie, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Pour moi, c'était le bordel. Ça a toujours été ça. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est le manque de hiérarchie, justement. C'est pas de hiérarchie. Ça me va très bien, ce genre de vision. Parce que j'ai un peu été toujours réfractaire à la hiérarchie, on va dire ça. Et donc maintenant que tu as fait le constat et qu'on a à peu près tous fait à peu près le même constat, donc il y a différentes pistes. Soit effectivement on sort du système, on est les parias, etc. Soit quelques personnes un peu déterminées comme nous peuvent renverser le reste. Justement, et donc la question c'est, voilà, qu'est-ce que tu penses des possibles solutions qu'on pourrait avoir? Bah, faut se battre sur les deux fronts, ça veut dire qu'il faut vraiment précipiter la destruction de ce système. Il ne faut pas croire qu'on va survivre dans nos petits ghettos comme ça. Je pense qu'ils viendront nous chercher. Non, il faut être offensif. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc il faut faire les deux, c'est-à-dire construire notre petit monde d'ores et déjà. Je veux dire, là, on va tous avoir besoin d'un circuit médical parallèle, quoi, tout simplement. C'est un tel massacre. Avec Delphine, on a fait une vidéo... devant l'ordre des médecins, on collait des photos de jeunes gens morts ou paralysés, d'adolescents ou paralysés. Voilà. Ouais. On s'agite comme on... Donc en fait, moi ma question c'était comment est-ce que tu vois notre rôle à nous ça il faudrait que je vous connaisse mieux. Hein, non mais je veux dire notre rôle de voilà aujourd'hui on est notre rôle collectif. Notre rôle collectif, on n'a pas le choix. Je pense qu'il faut. Justement voilà c'est ça que je dois savoir. Non mais il faut qu'on détruise ce système. Ça, j'en ai la conviction. On peut pas le laisser faire. On va pas pouvoir vivre à côté dans nos petits ghettos. Et de toute façon dans nos ghettos ils viendront nous chercher tôt ou tard. Donc là-dessus c'est pas de la psychologie. C'est pas parce que je suis quelqu'un de bon j'ai toujours été rebelle tout ça. Bon. Mais là c'est pas question de ça. C'est question de ce système est un rouleau compresseur. Je veux dire, ils iront jusqu'au bout. Comme dit Maître Prouza, mais foutez-moi la paix, lâchez-moi. Lâchez-moi. Ça, c'est sûr, en tant qu'anarchiste, en tant que je peux pas. Un commandement aussi délirant sur mon corps, sur mon esprit, sur mon. Je peux évidemment pas l'accepter. Et c'est une lutte à mort. C'est pas. On n'est pas en train de rigoler là, ça va pas finir gentiment. Non. D'accord, donc on n'est pas dans un mode de résistance, on est dans un mode de guérilla. Ouais. Oui, moi je pense également que mais c'est pareil, c'est une guérilla non conventionnelle, c'est pas la peine de prendre des mitrailleuses et acheter. Exactement. Est-ce que le gouvernement ne serait pas en train de créer une guerre des vaccinés contre les non-vaccinés? Pour moi, les vaccinés, je les appelle la zone grise, parce que c'est des gens surtout très passifs, très... Je pense que c'est pas eux qu'il faut combattre. Voilà. Certains, c'est sûr. Pas tous. Moi, ma question, quand je suis descendu, je ne savais pas que les deux prédécesseurs allaient poser quasiment la même question, mais un peu différente. Tu parlais d'un bulldozer. Que disent les philosophes sur la mise en place d'une tyrannie? De quoi ils ont besoin qu'ils n'ont pas encore?
Où est-ce qu'on peut gripper la machine? Ah là là, tu me poses une colle là. J'avoue que je sais. J'avoue que je sais, et que peut-être si j'ai des réponses, je suis pas sûr que je les dirai en public aussi. Je te dirai après. Pardon, pour répondre à la... Je sais pas, oui, à toi. Ça m'a interpellée parce que justement, moi, depuis quelques jours, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Et juste avant de venir, j'ai vu une vidéo du renard buté. Oui. Et lui, il dit carrément, il faut passer à l'action. Hein. Ouais. Donc, moi, je vous conseille de voir cette vidéo. On l'a diffusée. Vous l'avez diffusée? Oui, oui, oui. Pardon? Je l'ai pas vu. C'était dans un sphère. Je vais trouver des choses. T'as vu, oui. Oui, mais oui, d'accord. Mais il donne des solutions. Non, mais indépendamment de ça, moi, ce que j'ai aimé dans sa vidéo, il donne quand même des actions très concrètes. Très concrètes, par exemple, parce qu'aujourd'hui on est dans le règne de l'image, et par exemple il montre, et moi je trouve que c'est très concret, les gens qui s'habillent en blanc avec des masques blancs et qui défilent dans la rue, vous voyez, ou les gens qui ont des panneaux sur le bord de la route. Et, voilà. Ça fait déjà 6 mois qu'on fait ça. Là, ça fait 6 mois au moins, même plus. Ça fait bientôt 1 an. D'ailleurs, les responsables ici des masques blancs sont là, dans l'Assemblée. En fait, ce que je veux dire, c'est que, après, ma question va venir, mais pour dire, la vidéo de Renard Buté, c'est sympa, il fait un petit, d'ailleurs, on est très copains avec lui, il fait un petit récap de ce qui se passe, mais il propose pas de solution, il n'a pas ni l'expérience du militantisme, ni rien, et tout ce qu'il dit, c'est ce qu'on fait déjà depuis longtemps. Mais du coup, je voudrais rebondir entre ce que tu disais et ce que disaient les autres par rapport à l'anarchie et les communautés. Parce que je sais que tu parles des communautés comme les seules unités capables de vivre une forme de démocratie au sens véritable du terme. Et nous, dans Souverain et Uni, le passage de RSA à Souverain et Uni, c'est notamment ça. C'est-à-dire qu'on arrête on ne fait pas que lutter contre l'ennemi, parce que sinon notre seul mobile, c'est l'ennemi, et notre vie est empoisonnée par l'ennemi. Certes, on se protège, on fait sécession, on organise des actions, mais aussi on pense à demain, on pense à comment on peut s'organiser, y compris dans la sécession, un peu comme les apatistes, comment on peut s'organiser en communauté. Et nous, on est très très contents de voir que récemment, tu as évoqué les communautés comme ces seules unités, parce que c'est notre préoccupation, et comment tu les vois, et comment nous, en continuant à lutter contre le système, on peut s'organiser parallèlement en communauté, parce qu'il faut faire les deux, il faut lutter et survivre, et s'organiser, et déjà vivre le modèle de demain. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux dire sur cette organisation des communautés? Comment tu les vois, tu les envisages avec cette culture anarchiste véritable? Bah, je souscris oui, entièrement à ce que tu dis. Je vais voter, pas exactement, mais passer la balle à quelqu'un d'autre. Alors, un autre livre d'entretien que j'ai fait, c'était avec un anthropologue qui est mondialement reconnu, qui s'appelait David Graeber, et qui était anarchiste et qui était le leader de Occupy Wall Street. Alors je lui ai rendu hommage dans une vidéo, pareil avec les Gilets jaunes constituants, où je finissais par dire Occupy l'AFP. Voilà. Donc, moi, le conseil, voilà ce que je vais vous dire, c'est indirect. Je suis d'accord avec tous ces trucs de communauté, mais j'ai pas grand-chose à ajouter d'original moi-même. Nous, les ADA, on a toujours pensé, voilà, c'est la seule démocratie, c'est la délibération directe. C'est, comme dit David, une vraie démocratie, c'est avec 200 personnes complètement différentes les uns des autres, c'est pas 200 personnes qui pensent... ce qui a tué la démocratie en France, c'est le culte du consensus, par exemple. Ça, je suis persuadé depuis des décennies, ce qui a euthanasié la démocratie, c'est ça. Donc, stratégiquement, moi, je pense vraiment des points faibles, c'est vraiment les médias. Là, la structure est tellement centralisée. Nous, on a la chance, quand même, à Paris, d'avoir l'AFP. D'ailleurs, après, on m'a dit, moi, j'ai pas pu vérifier, parce que j'ai pas pu venir à Paris, mais qu'un des cortèges, une semaine après ma vidéo, ils étaient ils ont commencé devant l'AFP, donc voilà. Malheureusement, comme le disait un gilet jaune, l'AFP c'est un vrai blockhouse. Moi je lui ai dit, si on prend ça, c'est comme prendre la Bastille en 1789, et la Bastille c'était pas un club de pétanque, quoi. Donc voilà, le point faible c'est vraiment ça, parce que si les gens sont tenus, c'est clairement pas ce que Debord appelait la société du spectacle,
Donc il faut vraiment attaquer le maillon le plus faible. Et le maillon le plus faible, c'est vraiment les médias mainstream. Voilà. J'en dirai pas beaucoup plus. Pareil, il y a des choses qu'on ne dit pas dans le micro. Pardon. Khadija, s'il te plaît. Attends ton tour. Non, tu attends. Khadija, s'il te plaît. J'attends ton tour, j'attends pour parler. Tu vas pas, c'est pas un dialogue, c'est... Merci. En fait, moi j'avais une question plus globale. C'est-à-dire que toute cette civilisation qu'on a créée depuis des millénaires, qu'est-ce qui fait, selon toi, philosophique, qu'on en arrive là? C'est-à-dire, oui, qu'est-ce qui fait que d'un point de vue culturel, depuis des milliers et millions d'années, on se développe, et pourquoi on en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui, dans notre psyché, nous amène dans cette contradiction qui est que notre propre espèce veut l'examination d'une grande partie de l'espèce? Bah c'est ça, alors là tu poses la question, comment dire, là je repense beaucoup, tu m'aurais demandé il y a 2 ans, qu'est-ce que la question du bien, je me dis, oulala, moi je suis obsédé par le mal, je suis un phénomène du mal, le bien je verrai plus tard. Et là non, je suis obligé, bah, non, mais cela dit, pour l'instant j'ai une définition d'une confondante simplicité, le bien c'est ce qui résiste au mal, et je trouve que c'est beaucoup plus, voilà, quand on sait ce que c'est que le mal, quand toute sa vie on a développé une phobie du mal, quand on le voit vraiment arriver, le mal radical, avec tous ces intellectuels qui pendant des décennies nous ont dit plus jamais ça, la bête immonde, blablabla, et puis ça revient, et puis ah non, ils se rendent compte de rien, Donc psyché, c'est pas, comme tu as dit, tu as prononcé le mot extériorisation, et donc pas plus tard qu'hier, c'est que ce que j'appelle la virtuosité technomimétique, donc qui dit mimésis, qui dit représentation, dit aussi amplification. Et en effet, tout ça est long à expliquer quand même, il faudrait presque un cours, mais en effet, le fait de devenir les animaux technologiques, ça fait vraiment pas longtemps qu'on l'est, au sens strict, c'est vraiment il y a 30 000, 40 000 ans, c'est que ça a un effet d'amplification sur tout. C'est-à-dire il n'y a pas d'extermination dans les autres espèces animales, il n'y a que de la cruauté prédatrice. Le phénomène humain, c'est l'amplification de tout ce qu'il y a de bon, et c'est ce qu'on appelle le bien, et tout ce qu'il y a de mauvais, et c'est ce qu'on appelle le mal. Le mal n'existe pas chez les autres espèces animales, il n'y a que des formes plus ou moins sophistiquées de cruauté. Il y a quelques horreurs absolues aussi, mais on ne peut pas les attribuer à une sorte de libre arbitre, etc. Toutes ces questions-là, je les pose aussi dans mon travail. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à tes questions, c'était un peu... Moi j'ai une question. Le micro vient. Donc tout à l'heure, vous avez parlé des Gilets jaunes, d'accord? Est-ce que vous pensez que leur mouvement, c'est peut-être une prémisse pour l'écriture d'une nouvelle constitution? Puisque la constitution de la Ve République, elle est morte depuis longtemps. Ça a été officialisé le 12 juillet, en tout cas. Voilà. Donc, parce que clairement, aujourd'hui, on n'a plus que 3 pouvoirs, on a 5. Les 3 vieux pouvoirs, donc le pouvoir donc judiciaire, exécutif et législatif. Aujourd'hui, on a 2 pouvoirs en plus, les médias et l'oligarchie, enfin les pouvoirs plus financiers, pardon. Donc, clairement, nous, on est tous là en mode résistance, on est, pas tout le monde, mais voilà, il y a une partie qui réfléchit déjà, met des actions pour clairement tourner le dos à l'ancien monde, parce que de toute façon, on s'en fout. C'est sûr. Mais est-ce qu'entre-temps, justement, côté, il a les présidentielles, tout ça, donc est-ce qu'il n'aura pas... Moi, je pense qu'il aura éventuellement peut-être un événement qui va faire que on aura éventuellement... Alors, on aura... Je ne suis pas française, mais j'adore la France, donc il n'aura pas un gouvernement transitoire qui va faire en sorte que
ça sera la vraie, enfin la révolution. Cette révolution qui va faire, qui va donner de l'espoir au reste de l'humanité. Parce que bon, la France, c'est la Marianne, donc c'est, enfin après je sais pas, c'est bien de dire ça. Donc bon. Non, c'est pas la République. Non, je sais. Non mais pardonnez-moi. D'accord. Bon, alors j'enlève la Marianne. Vous voyez, c'est ça. Moi, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Ah, c'est Jeanne d'Arc, d'accord. J'apprends. Donc, voilà, ma question, là, je fais, vous voyez, le français, c'est comme ça. Quel est le regard que vous avez entre le mouvement des Gilets jaunes et une potentielle réécriture d'une nouvelle constitution? Donnez-nous de l'espoir. À ce sujet, alors ça sera vraiment collectif, c'est-à-dire que moi la différence justement des intellectuels médiatiques et des philosophes des grands universitaires, ça c'est vraiment mon éthique de la discussion, c'est que quand ça m'intéresse pas ou quand je sais pas, je réponds pas. Donc moi par exemple, je ne m'intéresse pas beaucoup aux questions institutionnelles. Ça c'est un trait commun de tous les anarchistes du monde. C'est voilà, autant les questions de délibération démocratique directe, et ça, je peux en parler pour moi. Non, parce que moi, ça fait depuis un an déjà que je parie qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle en France en 2022. Voilà. Je vois pas, on est dans une telle logique de guerre civile. Voilà, ça veut dire, même s'il y a des élections, ça fera une telle mascarade, un tel spectacle au sens de Debord. La démocratie, elle est tellement réinventée de fond en comble, ça va. Aucun de nous n'a. C'est vital, c'est nécessaire, on va le faire, mais personne d'entre nous ne sait comment ça va se passer. Ces philosophes-là, ou Nicolas Berdiev, et est-ce que vous pensez que l'intelligence créatrice, tout ce qu'a écrit Berdiev, n'est pas la solution actuelle? Et ça nous permettrait de faire le pont avec la question qu'a posée un ami, j'oublie le prénom, à savoir que finalement l'être humain, sa capacité, c'est de révéler ce qui est de l'ordre de l'implicite. C'est-à-dire que nous, on se pose la question pourquoi l'être humain fait le mal. C'est pas la vraie question. À mon sens, c'est pas la vraie question. La vraie question, c'est quelle est la fonction de l'être humain en ce sens que c'est lui qui permet d'extérioriser ce qui provient du fond de Mungrund, okay. Est-ce que vous ne pensez pas que raisonner des choses comme ça et reprendre Berdiev ou Böhm dans une optique profondément spirituelle, c'est la seule solution à cette crise? Moi, ça me fascine, Böhm, mais j'avais un livre de Böhm et j'ai vraiment rien compris, j'arrivais pas à lire. Vous avez lu au moins l'intro de Berdiev sur Musayu Manou, je pense, parce que votre pensée, je vous disais, je vous ai jamais... Oui, non. Vous avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit avant. Non, c'est curieux ce que vous dites, parce que je parlais des piétistes allemands pas plus tard qu'hier aussi, donc il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose, parce que ces gens-là ont tellement influencé les philosophes qui m'ont influencé, que forcément il y a un truc. Voilà. Mais au niveau donc d'un conseil concret, que finalement la question est très concret paradoxalement, est-ce qu'il n'y a pas un plan dans notre réflexion qui nous manque, à savoir cette intelligence créatrice dont parlait Berdiev, cette chose profondément humaine? Est-ce qu'il n'est pas temps, est-ce que vous n'avez pas des conseils à donner pour permettre cette éducation ou rééducation? Parce que l'intelligence créatrice dans nos sociétés, franchement, c'est votre opinion, est-ce que vous donnez des cours de philo? Non, je ne donne pas de cours de philo. Je suis un homme du livre, généralement je ne donne pas de cours de philo. Je me donne des cours à moi-même, en fait. J'ai des gros cahiers où je... Ma voisine, perso, les bases autonomes, les ashrams, tout ça, il faut revenir sur Terre, comme vous le disiez vous-même, il vient de nous chercher. La solution, elle est ailleurs, et comment vous la voyez? Parce que sinon, à mon sens, ça manque un peu de... Il n'y a pas une solution, il y en a 300 000. Enfin, moi, c'est un livre que j'aimerais écrire un jour sur un truc très très simple, c'est sur l'intuition. Comme on dit, l'intuition ne trompe pas. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, ce n'est pas les jeunes gens qui sont intuitifs. Moi, je suis devenu intuitif en vieillissant.
C'est-à-dire j'ai appris à écouter mon intuition, à savoir immédiatement ce qui est bon et ce qui est mauvais pour moi. Si une situation, je la sens pas, j'ai pas envie d'y aller, etc. Par exemple, les médias mainstream depuis 20 ans, chaque fois que j'étais invité à France Machin, à Journal Truc, j'y allais en traînant des pieds. Je savais pas pourquoi. J'aurais dû écouter mon intuition. J'aurais dû, dès le départ, être fidèle à mon idole de bord et voilà, boycotter tous les médias mainstream comme je fais maintenant, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Bon, je réponds très indirectement et très concrètement à votre question, mais voilà, l'intuition. Je réponds extrêmement simplement et voilà. Fiez-vous vraiment à votre intuition. Mais c'est justement, c'est là où nous, on doit essayer de reprendre la mainmise sur l'information. Absolument, mais c'est ce qu'on fait, c'est ce que font les Gilets jaunes, et plus on le fera, tout ça n'est pas inutile, aucun geste n'est inutile. C'est ça le conseil aussi que j'aurais à donner, il ne faut absolument pas être désespéré, tout est utile. La moindre personne, par exemple les mobilisations, puis pour des raisons X, je vais arrêter d'y aller, donc je vais essayer de revenir à Paris pour être dans les mobilisations d'ici, à Brive ça ne marche pas super bien. Mais même ça, s'il y a 10 personnes qui sont éveillées, qui ouvrent les yeux, je voyais une petite adolescente qui avait l'air toute triste, mais qui était là par hasard, qui voyait, qui nous écoutait avec de grands yeux. Je me suis dit, bon, il y en a au moins une qui... voilà. Et c'est ce que je disais stratégiquement, c'est-à-dire les gens qui se sont réveillés ne se rendormiront plus. Non. Alors que ceux qui sont encore endormis peuvent, pas tous, il y en a certains, ils sont irrémédiablement somnambules, mais il y en a plein, ils peuvent se réveiller. Moi, je vois avec mes amis qui sont comme ça, qui ne voulaient plus me parler depuis des mois, et puis qui reviennent en fait. Ils disent quand même, si... Tiens, mais... Voilà, ouais, voilà. Ah, voilà. Moi, je suis pour l'idée de s'aimer le doute. Vous voyez, en parlant avec les gens qui sont convaincus. Semer le... Ah, elle voulait passer la question depuis tout à l'heure. Je finis juste sur un truc très important. Il y a un livre d'un type qui s'appelait Popovic. C'était le résistant numéro 1 à Milosevic, du groupe qui a renversé Milosevic. Et il a écrit un livre, Comment renverser un dictateur, quand on est tout petit, tout seul et sans armes. Et je vais vous dire, l'arme principale, c'est le grotesque, l'humour. Vraiment, il faut beaucoup utiliser ça. Moi, dans Colari Cocovirus, ne serait-ce que dans le titre, j'utilise beaucoup le sarcasme, le sardonique, etc., l'ironie. Voilà. Bon, on laisse madame parler parce que ça fait 10 minutes. Oui, bonsoir. Donc, je me pose la question, en fait, il y a 2 ans, si on nous disait qu'on serait tous réunis ici il y a 2 ans, 2 ans, 1 mois, si on nous disait qu'on serait réunis ici pour cette cause, personne n'aurait pensé à ça. Non. Et pourquoi on en est arrivé là? On nous disait qu'on était en démocratie, la France c'est la démocratie, oui. Sauf que j'ai l'impression qu'on me faisait boire ça, alors que derrière, il y a d'autres choses qui se passaient. Et ça a endormi tout le monde, et les gens continuent à penser comme quoi on est toujours en démocratie. Quand on parle de pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, tout ça, c'est revenu dans une seule main aujourd'hui en France. Il n'y a plus ça. Avant, il y avait le septennat et Chirac l'a transformé en quinquennat. Et du coup, il n'y a plus de contre-pouvoir. Et le Sénat ne sert à rien. Voilà. Donc du coup, en France ou en Europe, on va dire, on trompe les gens comme quoi on est en démocratie alors qu'on n'est pas en démocratie. Je ne veux pas dire la dictature, mais c'est faux. Et il y a des gens qui buvaient ça, c'est pour ça qu'on en est arrivé là. C'est arrivé subitement, c'est dur, en 2 ans, on se retrouve ici, en cherchant des solutions pour sortir de cette dictature. Alors qu'ils doigtaient les gens au départ, comme quoi c'est eux la dictature, les pays de dictature, bon, comme vous voyez, en Afrique, les dictateurs c'est en Afrique, c'est en Amérique latine, c'est en Asie, et là, tout d'un coup, on se retrouve avec la dictature en France. Voilà, en Europe, pratiquement planétaire. Donc il y a des personnes derrière tous ces oligarchies, les multinationales, comme depuis la mondialisation, qui dirigeaient tout derrière. Et là, au grand jour, tout tombe et on en est là aujourd'hui et il va falloir qu'on se batte.
Moi, ma question, donc du coup, je reviens à la question. Bon, avant la question, je vous recommande, je vous recommande un film que j'avais vu. C'est sorti en septembre 2019, juste avant Covid. Ça s'appelle Le Capital au XXIe siècle. Le Capital au XXIe siècle. Ce film, je l'ai vu, je suis sortie, j'étais horrifiée, j'étais furieuse. C'est-à-dire, on va nous rendre un esclave, le capital va nous rendre esclaves, et si on sort pour manifester, c'est les robots qui vont nous tabasser. Ce ne seraient plus des flics, ce seraient des robots. Et je suis sortie de là, j'étais horrifié, j'étais... C'est ce que j'ai dit dans une manifestation à un flic, je lui ai dit, mais vous savez, à des flics, mais nous on préfère des flics bio, hein. Oui. Révoltez-vous avec nous, parce que sinon, vous, dans 2 ans, vous n'avez pas de boulot. Venez avec nous. Nous, on préfère les flics bio. C'est tellement effrayant, donc je me dis... Bon, voilà, comment on va sortir? Bon, les gens se sont endormis parce qu'ils croyaient être en démocratie, et on en est arrivé là, subitement. Comment on va s'en sortir? Il faut de l'espoir, il faut qu'on se batte. Donc, est-ce que, bon, ma question rejoint plusieurs questions, il faudrait qu'on se batte, mais comment on va faire? Là, en 2 ans, on est pris à l'étau, c'est l'étau en fait. Comment on va faire? Non, c'est sûr, mais ça c'est la question terrifiante par excellence, parce que cette question du mal, peut-être que je la traite dans mon travail philosophique, est étroitement liée évidemment à la question de la technologie. Donc ce qui se pose aujourd'hui comme question, c'est est-ce qu'il y a un devenir technologique tel qui devienne d'une telle puissance qui dépasse en effet l'être humain? Bon, c'est la prédiction transhumaniste. Le problème, c'est le prêchi-prêcha, quoi. C'est-à-dire ça ne peut que mal finir, ça ne peut que s'effondrer en tant qu'idéologie. C'est-à-dire quand Laurent Alexandre est là à dire « mais là, je vous annonce les millions d'années à venir », on a vu le 3e Reich qui devait durer un millénaire, c'était 15 ans. Donc à mon avis, plus tu augmentes la prophétie, une des bonnes nouvelles, c'est que le transhumanisme est peut-être déjà en train de s'effondrer avec tout ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire on voit tellement que ça ne marche pas, leur idéologie, que c'est une idéologie profondément mortifère, qui n'est pas faite pour qui ne concerne rien ni personne, que ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, c'est... Moi, ce qui m'a amené à tout ce travail, c'est pendant des années, je faisais toujours le même cauchemar d'une gigantesque machine technologique. Alors, chaque cauchemar prenait une forme différente, mais le message, c'était toujours le même. C'est-à-dire, il y a une gigantesque, quasiment infinie machine technologique, et qui va tout écraser sur son passage. Donc, aurons-nous la force... Est-ce que ça va se passer comme ça? Je ne sais pas. Je ne fais pas dans la prophétie. Surtout en temps de guerre, on regarde ce qui se passe le lendemain. Voilà. La même chose, non. Alors, pour parler en intuition, enfin, je réfléchissais, je me disais, bon, mais en fait, bon, là, bon, c'est drôle, mais c'est pas très drôle, parce que je me dis que c'est pour ça qu'il s'attaque aux enfants. Il faut absolument, comme il y a dans l'histoire, à sauver le maximum d'enfants. Je parle tranquille, mais il faut vraiment, pour moi, ce sont les enfants qui sont en danger plus que n'importe. Donc c'est ma petite intuition de... C'est pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure, et en termes encore plus précis, c'est que il y a 2 ans, j'aurais été incapable de dégager une éthique positive de mon travail philosophique axée sur la question et sur la description de la question du mal. Et aujourd'hui, non, j'y pense très fort. Je pensais vraiment à l'avenir. Pendant des années, j'ai pensé qu'il faudrait l'extension que je donne à mon travail philosophique, c'est une philosophie du droit. Mais aujourd'hui, j'y pense pas plus du tout. Quand je vois... et puis ça a toujours été un gros problème, la philosophie du droit. Mais quand je vois comment un système du droit peut s'effondrer, mais comme ça, je ne sais pas claquer des doigts, mais... Ils ont détruit l'hôpital public en 2 ans, probablement l'école, le lycée, l'université. Enfin, ils ont tout détruit. De toute façon, c'est à ça qu'on est en train d'assister. Et les gens, comme des somnambules, continuent. Voilà, vraiment comme des... Juste pour parler en éducation, je suis désolée, je manipule. En fait, l'éducation au niveau
niveau d'éducation. J'ai grandi en Tunisie jusqu'en 12 ans, à l'école tunisienne. J'ai tout appris en arabe, par exemple, jusqu'à 8 ans. Je sais, j'ai pas le physique, mais c'est comme ça. Et je suis tombé et il y avait les châtiments corporels. Alors, dès 5 ans, 6 ans, 7 ans, je me suis pris des torgnoles, mais bon, c'est pas si terrible que ça. Mais à 9 ans, je suis tombé sur un vrai sadique. C'était de la torture physique et psychologique, 8 heures par jour, quoi, voilà, pendant 2 ans. Et ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, que c'est ça qui a fait qu'après, adolescent, j'étais un cancre. Je redoublais jamais, j'avais des bonnes notes en français et en philo et en histoire, et parfois même en mathématiques quand je bossais, mais je restais au fond, au radiateur, j'aimais pas ça, quoi. Je préférais rentrer chez moi, c'est comme ça que j'avais des bonnes notes en français, c'était en lisant Lautréamont, très tôt, très tôt, Rimbaud, voilà. Et ça, voilà, j'ai pas voulu aller à l'université. Il y a eu ce clash avec Badiou, parce qu'à bien des égards, Badiou, je me suis rendu compte, c'était très psychanalytique, qu'il était la réincarnation de ce prof sadique qui m'avait traumatisé. Bah oui, non, c'est le père tape-dur, hein, Badiou, il faut se le farcir. On a eu une correspondance vraiment très riche et passionnante au niveau intellectuel, mais c'est vraiment le père tape-dur, quoi. Il te tape sur les doigts, sur les pieds, et c'est un des trucs dont... Et voilà, toute ma vie d'adulte, je me suis dit, mais pourquoi, adolescent, pourquoi cette inadaptation, pourquoi cette... Et aujourd'hui, je suis très content d'être en dehors du système, je suis très content d'être un marginal sociologiquement, je suis vraiment très content d'échapper à tout ça, de ne pas être comme mes amis qui travaillent dans un bureau et qui sont obligés de se battre tous les jours comme des chiens pour ce que vous savez. Oui. Voilà, je conclue juste là-dessus. Refuser la société telle qu'elle est, il n'y a rien de plus. Hein, voilà. Et ça, on peut dire merci. Hein, merci Colari-Coco-Virus, comme je le dis. À la fin de la vidéo, je ferai une grande ode. Je te dis, je te remercie. À la Lautréamont parodique, je te remercie. Je te salue au grand océan, c'est Lautréamont, mais moi je dis, je te salue, je te remercie au Colari-Coco-Virus. Voilà, de cette révélation quasi religieuse que tu m'as fait sur le monde où on vit. Un philosophe heideggerien, il dirait, c'est un gigantesque dévoilement de la vérité de l'être. Voilà, dans le jargon heideggerien, c'est comme ça qu'il présenterait la chose. Si on avait été dans un cadre plus sérieux, je vous aurais fait, oui, alors un cours sur la vérité chez Heidegger, chez Lacan, chez Rainer Schurman et chez Badiou, et chez moi. Il se sent plus, le mec, les chevilles. Mais voilà, là, je m'en tiendrai là ce soir. En tout cas, c'était sympa d'être avec vous. Je vous remercie d'être venu. Merci. Merci à Delphine pour ce magnifique texte. La poète. Ah oui. Dernière question, allez. Bon, de toute façon, ma question avait déjà été amorcée par madame, et peut-être que vous avez répondu un peu, mais justement, je voulais avoir votre point de vue de philosophe sur les mécanismes de conditionnement. Vous avez parlé que les gens étaient très passifs, justement, là, et notamment, on a bien vu pendant sa période de Covid, mais bon, je pense que c'est le résultat quand même d'une passivité assez longue, quoi. Et savoir un peu votre point de vue de philosophe là-dessus. Est-ce que c'est finalement les mass médias, le système éducatif, ou l'aboutissement de la société qu'on a créée, ou tout en même temps? Et du coup, ça induit une deuxième question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un manque de débat philosophique dans notre société? Ma question, c'est comment on pourrait introduire plus de débats philosophiques, et je trouve, après ce n'est que mon point de vue, ne pas le remettre uniquement dans les mains de penseurs, et aller tout le temps citer les anciens philosophes des siècles derniers, alors que je pense qu'on est tous légitimes pour se poser des questions actuellement sur le sens de notre vie, sur le sens de ce qu'on fait à chaque instant. Et est-ce que c'est pas ça la philosophie Tout à fait, mais moi là, c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer, c'est qu'une fois que tout ça, ça serait vraiment visiblement effondré, je pense qu'il y a vraiment une opportunité, il peut y avoir un nouvel âge d'or, une sorte de renaissance intellectuelle complète, avec des débats. Alors la conviction,
c'est précisément celle-là, c'est-à-dire il faut que ça soit plus axé sur la discussion, c'est-à-dire l'érudition, l'archive, c'est extrêmement important, l'archéologie, mais il faut aussi être dans le présent et puis être dans la collectivité et le débat. Surtout ces questions de la contrainte, etc. Alors moi j'écris vraiment énormément là-dessus, j'ai même fait des longues analyses du SM, pour rien vous cacher, la phénoménologie du SM, on apprend vraiment beaucoup de choses sur la sexualité en général, mais c'est vraiment ces questions de contrainte, etc. de manière extrêmement crue. De manière moins crue, ce que je peux vous transmettre, c'est la définition moderne de la liberté. Et là, c'est passionnant. C'est-à-dire, depuis quand la définition moderne de la liberté, elle est uniquement et seulement négative au début. C'est-à-dire, la liberté, justement, c'est ça qui est fascinant avec cette question philosophique. Qu'est-ce qu'être libre? C'est faire ce que je veux. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais encore, non, la liberté, chez Kant, c'est précisément la capacité purement anthropologique, parce que les animaux obéissent simplement à leurs instincts. L'être humain, lui, pour toutes sortes de raisons qui seront trop longues, moi j'explique ça vraiment à ma façon propre dans mon travail, mais l'être humain, c'est celui qui, pour X raisons, est susceptible de se fixer des lois qui ne sont pas dans la nature. C'est comme ça que commence la liberté. Donc la liberté, au sens moderne, a une définition d'abord négative. Et aujourd'hui, avec toutes ces lois absurdes qui nous tombent dessus, effectivement, on peut comprendre quel est le sens de la liberté positive à la lumière de la vraie définition claire, nette et précise de la liberté, qui est la capacité humaine à se fixer des règles. Regardez-nous, on est tous habillés. Bon, peut-être, moi, je peux me... Voilà, le philosophe fou, ça y est, on a trouvé le nouveau Nietzsche. Bon, ça fera un truc comme ça. Voilà, mais qui est-ce qui nous oblige à nous habiller le matin, à prendre une douche? Rien ni personne. Ce sont des conventions que nous intériorisons, ce sont des contraintes, quand vous dites que nous intériorisons. Donc il ne faut pas penser en simples termes de dénonciation de toutes ces contraintes, parce que de toute façon, on est comme ça. On a été formé comme ça, l'être humain est fait comme ça. Il n'y a pas... Si, il y a les histoires de l'enfant sauvage, etc. Mais la contrainte, voilà, aller chercher un seul animal, parmi les millions d'espèces qui existent, qui a eu la curieuse idée de s'habiller, de mettre une seconde peau sur sa première peau, etc. Et c'est un autre truc que je dis souvent, ça veut dire... nous, on est, comme dit Jared Diamond, le troisième chimpanzé, donc on est chimpanzé un peu dégarni. Et où est-ce qu'on a gardé un peu de poils? C'est les deux endroits où on est très énergique. C'est là et un autre endroit. Et les deux vont ensemble. C'est ça que je disais sur le péché originel. C'est-à-dire notre capacité à utiliser notre cerveau de manière extrêmement sophistiquée. Et j'ai parlé du SM, notre capacité à sophistiquer, pervertir, etc., la sexualité jusqu'à des extrémités parfois peu ragoûtantes, les deux vont ensemble, et c'est ça qu'a voulu dire le mythe du péché originel. On travaille aussi en quelque sorte à laïciser, à rationaliser cette grande intuition. Enfin, cela dit, en ce moment, j'ai envie de relire toute la Bible. Je ne sais pas ce qui me prend ces temps-ci. J'avais lu toute la Bible, justement, quand j'avais traduit Vita Nova de Dante, parce que j'avais compris qu'on ne pouvait pas traduire Dante sans connaître la Bible. Donc j'avais lu du début à la fin. Voilà. Et ça m'avait ébloui. Donc, je l'ai amené là, à Paris. Ça est de bord, je suis vraiment bizarre. Pour l'instant, l'enfer. Hein, ah, il y a plusieurs cercles. Hein. Non, dans mon livre, non, ouais, voilà. Le purgatoire, c'était avant, maintenant c'est l'enfer. Voilà, il faut inverser. Voilà. Merci. Merci.